Alors bonjour à tous. Après une table sur l'avenir de l'information et des fake news, on va essayer de parler un peu de culture, même si vous allez voir, il est possible qu'il y ait des passerelles entre ces deux tables. Ne soyez pas surpris, nous avions normalement 2 femmes et un homme. Alors vous savez que justement la culture peut être mouvante, et on a finalement 3 hommes. Ça n'est pas que Abnous Chalmani est devenu Grégory Bauzonnet, mais souffrant du Covid, on a décidé de la remplacer à la dernière minute par quelqu'un qui connaît pas mal la culture aussi, puisque Grégory a écrit plusieurs livres sur le sujet et est aujourd'hui directeur de cabinet à Montpellier et s'occupe en particulier des politiques culturelles, dont il nous dira un mot ensuite. Juste à côté de moi, Carole Beffa, qui est compositeur. Il est pianiste, il nous expliquera aussi justement qu'il travaille sur un champ particulier de la musique qui, sur le plan culturel, peut poser question, ou en tout cas peut nécessiter quelques explications. Il est aussi enseignant à l'ENS et il a publié un livre cette année qui s'appelle « 500 au fil de la plume » aux éditions Première Loge. Et puis, tout au fond, Michael Goldman, que vous connaissez sans doute puisqu'il est fondateur de My Major Company et puis aussi de Tipeee. Il pourra nous en dire un mot. Pour commencer, puisque l'avenir de la culture, c'est quand même, ici on a 2 termes, l'avenir, c'est déjà un peu compliqué, mais on en a beaucoup parlé, culture, c'est assez polysémique et assez complexe. Donc, pour commencer, j'aimerais demander à nos 2 artistes, ou en tout cas à nos deux invités qui sont les plus proches du milieu de l'art et de la culture au sens le plus restreint possible, ce qu'ils pensent de l'état de la culture aujourd'hui. Et donc pour ce faire, je vais laisser d'abord la parole à Michael et puis ensuite Carole qui nous dira son point de vue de musicien. Bonjour à tous. C'est une question déjà très large. Pour faire un petit bilan en tout cas des industries culturelles dans leur ensemble et sur le plan mondial, c'est vraiment une industrie qui est en train d'exploser en valeur et en train de s'uniformiser. Donc d'un point de vue général, ce qu'on constate, c'est vraiment un exemple schumpeterien assez classique, quoi. Internet est arrivé, ça a détruit tous les anciens modèles qui sont remplacés par des nouveaux modèles. Donc le CD est mort pour la musique et c'est le streaming qui l'a remplacé. Le cinéma, on sent que ça commence à virer un petit peu au vinaigre, mais il y a Netflix pour remplacer. Et la télé est en train doucement de mourir. En tout cas, l'âge moyen des gens qui regardent la télé est assez élevé et la jeunesse est vraiment très concentrée sur Internet et sur YouTube. Et donc, d'une manière générale, c'est des nouveaux leviers de croissance et de valeur qui font que la création et la culture en général, ça devient une industrie qui est considérable. Je crois que c'est assez amusant. Dans tous les domaines culturels, la musique précède toujours les autres secteurs. Et c'est vrai que moi, qui étais producteur de disques et qui ai monté My Major Company en 2007, on subissait la crise du disque. Tout le monde annonçait la mort de la musique et tout le monde était terrifié. Et en fait, 10 ans plus tard, grâce au streaming, Universal est devenu, a jamais valu autant d'argent. Son catalogue a une valeur considérable. Et il y a des nouveaux leviers avec Spotify, Deezer, qui sont toutes ces plateformes de streaming, qui valent elles aussi énormément d'argent. Donc d'une manière générale, je dirais que l'industrie culturelle, dans son ensemble, et sur le plan strictement commercial, a jamais eu autant de valeur. Et en plus, il y a des vrais enjeux ensuite politiques dont on parlera, je pense, de soft power, c'est-à-dire d'où viennent les codes de cette culture, parce qu'il y a un vrai sujet aussi, c'est cette révolution Internet, c'est que ça a donné un accès à tous, partout et tout le temps, d'à peu près tout ce qui se fait d'un point de vue culturel. Et ça pose quand même des vraies questions politiques, d'uniformisation de la consommation, de la culture en général, et des enjeux nationaux. Est-ce qu'il y aura une place pour nos cultures à nous dans cet univers-là ? Carole ? Alors, le point de vue du compositeur que je suis représente vraiment une toute petite niche. Pour vous donner un peu une idée, certains d'entre vous sont sans doute lecteurs de poésie, mais j'imagine que ce n'est pas la grande majorité d'entre vous qui s'intéressent à la poésie qui s'écrit aujourd'hui. Quand on me demande quel métier je fais, je précise que je suis compositeur et en général j'ajoute que je suis un compositeur de musique classique, contemporaine et accessible. Alors, pourquoi classique, contemporaine, accessible ? Classique parce que je n'écris pas de pop, j'écris pas de variété, même si il peut m'arriver de m'en inspirer, c'est même assez fréquent. Contemporaine parce que je suis bel et bien en vie, pas simplement grâce aux bonnes nouvelles que nous a annoncées Luc Ferry ce matin, mais parce que tout simplement, je suis né en 1973, je suis encore là.
Donc j'écris de la musique qu'on peut considérer comme contemporaine, mais remarquez que c'est déjà, sur cette question de la définition de la culture dont parlait Pierre, quelque chose qui mérite d'être précisé. On a en général tendance, alors c'est un peu arbitraire, à opposer les musiques dites actuelles, qui seraient le rock, la pop, le rap, les musiques de variété en général, aux musiques contemporaines, alors même que actuel et contemporain, pour la plupart d'entre nous, veut dire strictement la même chose. Contemporain, et je précise en général, donc classique contemporaine, est accessible, c'est-à-dire que contrairement à certains de mes collègues, dans lesquels je ne me reconnais pas forcément, qui écrivent le plus souvent pour des ensembles spécialisés, voire très spécialisés, devant un public lui-même assez spécialisé, et qui sont vraiment dans une micro-niche, j'essaye de toucher le public mélomane qui est celui de la musique classique en général, donc ce n'est pas le grand public. J'aimerais, enfin, je ne fais pas partie de ces compositeurs qui considèrent que c'est parfaitement légitime et c'est une chose qu'il faut rechercher à tout prix que d'être écouté par personne, absolument pas, ça ne me ressemble pas du tout, mais je suis assez réaliste et je sais bien que si j'arrivais déjà à toucher une petite frange qui appartient au public de la musique mélomane classique en général, ce serait une bonne chose. Donc, de ce point de vue, est-ce que les nouvelles sur le front artistique, dont elle a un peu parlé, sont des bonnes nouvelles? Oui et non. Oui, parce que, effectivement, les canaux actuels de diffusion de la musique permettent une chose qui était extrêmement difficile il y a 20 ans. Si je suis plutôt content d'être né en 1973 et pas 20 ans auparavant, ce n'est pas simplement parce que le milieu de la musique contemporaine avait tendance à être totalement sinistré du fait de la présence de ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde institutionnelle pendant de longues années. Pour faire plus simple, Pierre Boulez et la plupart des personnes qui étaient autour de lui, ce n'est pas simplement pour cette raison, c'est aussi parce que, alors qu'auparavant, si vous aviez la chance de pouvoir produire un disque, ce qui coûtait quand même beaucoup, ce qui n'était pas une mince affaire, ce qui supposait déjà souvent de faire appel à des mécènes, vous pouviez éventuellement toucher 1000, 2000, éventuellement 10 000, mais c'était très très rare dans le domaine de la musique contemporaine auditeur. Aujourd'hui, si vous pouvez toucher ce nombre-là, ce n'est pas simplement grâce à un certain nombre de radios, France Musique par exemple, France Culture plus rarement, France Inter beaucoup plus rarement, et pratiquement aucune autre, sauf éventuellement Radio Classique, mais pour une partie très très pointue, parce que la plus accessible de la musique contemporaine, mais c'est parce que YouTube, dont il a été question, la plupart des plateformes de streaming proposent la musique qui est la mienne et celle des compositeurs dont je me sens proche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, on va avoir l'occasion d'en parler, il y a plutôt une mauvaise nouvelle à cela, c'est que la fin de l'exception culturelle à laquelle on assiste, alors terme qui longtemps a été tabou, qui est un peu polémique, dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, signifie aussi en grande partie le fait que beaucoup de musiques se ressemblent, et ces musiques qui se ressemblent en général n'ont pas tendance à susciter, éveiller la curiosité de ceux qui ont tendance à les écouter. Donc ça, lorsque l'on est compositeur pour une musique qui, malgré tout, s'apparente à une musique plutôt de niche, ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle. Voilà, on aura peut-être l'occasion de développer ces points-là. Alors, si je comprends bien, les raisons d'être optimiste et de pessimiste sont un peu les mêmes finalement, quoi. C'est qu'on a des cultures qui s'étendent, qui en s'étendant se mélangent, et qui nous amènent en même temps du coup évidemment c'est la formule consacrée maintenant en France, à quelque chose qui est très accessible mais de plus en plus uniforme. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que cette forme d'uniformisation de la culture, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir d'un bon œil? Est-ce qu'il y a des moyens de s'en prémunir? Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs de l'ensemble de la société? Et j'entends là, est-ce que cette analyse de l'uniformisation de la culture nous dit quelque chose sur notre société et sur des façons d'éviter une forme de crise identitaire qu'on peut avoir? Pour rejoindre Carole, oui, effectivement, ce phénomène-là qui est inquiétant.
et qui est lié à ces nouveaux modes de consommation qui sont en fait basés sur l'abonnement et donc la gratuité et donc l'accès de tous à tout le temps, donc très facile. Et c'est vrai qu'on constate ça quand même, c'est que comme l'accès à la culture est devenu très facile et ne demande plus d'efforts, eh ben la culture qui émerge est celle qui ne demande pas d'efforts. Donc c'est celle qui est facile et qui est accessible, qui se consomme comme des yaourts, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette industrie culturelle en valeur, elle devient considérable. Mais c'est aussi parce qu'elle donne des produits qui se ressemblent, qui ne sont pas forcément de très grande qualité, à des gens qui n'en demandent pas de la qualité. Donc ça c'est vrai, je rejoins Carole là-dessus, et il y a un vrai sujet, comment est-ce que les gens qui font de la culture un peu pointue, ou un peu qui demandent des efforts, peuvent vivre dans ce cadre-là. Alors nous, on a donné un début de réponse, je suis pas venu du tout ici pour faire ma promotion, mais j'en profite. On a monté une boîte qui s'appelle Tipeee, et Tipeee, en fait, le concept c'est le pourboire sur Internet, donc ça s'adresse en fait à tous les créateurs qui sont sur Internet, et qui peuvent dire à leur communauté, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, vous pouvez me donner 1 euro par mois, vous abonner à ce que je fais. Et en fait, ça s'adresse vraiment à tous les créateurs de contenu, précisément de niche. C'est-à-dire qu'il y a quand même une magie sur Internet, et ça c'est quand même, on doit lui attribuer, c'est qu'effectivement, quand on fait quelque chose de spécifique, quand on est dans une niche, quand on fait de la musique contemporaine qui s'adresse pas forcément à tous les gens de notre village, en étant sur Internet, on s'adresse à chaque personne de chaque village que ça pourrait intéresser. Donc, en fait, notre audience potentielle, elle est considérable. Et en fait, Tipeee permet à des gens qui touchent 10 000, 20 000, 30 000 personnes et qui sont passionnés de ce qu'on fait, de vivre de nos contenus. Donc, c'est une des solutions. Je dis pas que c'est la seule. Moi, je suis absolument convaincu, par contre, que la donation directe sur Internet des fans vers leurs créateurs, c'est l'avenir du financement de la création sur Internet. Et en fait, on est en train de le voir partout, parce que nous, quand on a lancé Tipeee, c'était en 2013. On était quasiment les seuls à faire ça. On s'adressait essentiellement à des youtubeurs, donc des gens qui font des vidéos, des vidéastes. Et très rapidement, en fait, la plus grosse plateforme de diffusion en live, qui s'appelle Twitch, a intégré son propre système de donation interne. YouTube est en train de le faire. Spotify est en train de le faire. Et en fait, je crois que toutes les GAFAM sont en train d'intégrer dans leur plateforme de diffusion des outils de donation directe des fans vers leurs créateurs. Et c'est pour résoudre cette problématique de la diversité et du financement de la création de niches. Parce que c'est vrai que cette économie considérable, qui est financée par la publicité et les abonnements, n'est liée en fait qu'une toute petite partie de la création, qui est la plus consensuelle, la plus mainstream, la plus grand public, et qui se ressemble, c'est vrai, un peu tout le temps. Et donc, Carole, tu me disais que justement, c'est quelque chose qui se ressent particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux musiques de films. Oui, alors, quels sont les revenus dont un compositeur de musique contemporaine peut espérer peut espérer vivre? Il y a une chose qui est un peu un privilège que l'on a par rapport aux compositeurs de musiques actuelles. Je vous rappelle cette distinction un peu curieuse, mais pas tout à fait oiseuse entre les deux. C'est que, en règle générale, à partir d'un certain niveau de notoriété, vous n'êtes pas simplement rémunéré par le flux actualisé des droits d'auteur que l'œuvre que vous écrivez peut rapporter, mais aussi, et c'est un luxe, et on peut se demander si c'est une bonne chose ou pas, aussi par le montant d'une commande pour l'œuvre pour laquelle vous écrivez. J'ai la chance, depuis une vingtaine d'années, de n'écrire quasiment que sur commande. Ce n'est pas vraiment une contrainte parce que les commandes sont suffisamment variées pour que je puisse accepter celles qui me conviennent. Et en général, les contraintes d'une commande sont assez limitées. C'est la durée d'une œuvre, la formation pour laquelle vous écrivez, c'est-à-dire que vous pouvez écrire par exemple une œuvre pour orchestre symphonique, pour piano seul, pour instrument seul, pour chœur. Elle est en général prévue pour une date bien particulière, ce qui fait que le voisinage de cette œuvre avec d'autres œuvres qui sont écrites pour le même répertoire a une influence sur ce que vous allez faire. Pour le reste, normalement, je suis libre de faire ce que je veux. Si on me demande, ça a été le cas il y a quelques années, d'écrire pour le mariage d'un ami qui voulait faire un beau cadeau de mariage à son épouse, une œuvre sinistre, on va peut-être me le reprocher, ça ne sera pas forcément ce qui sera attendu. À l'inverse, si pour des profundis ou un requiem, je me lance dans quelque chose qui va être particulièrement guilleret, je pense que
non plus ça ne marchera pas. Mais à part ces cas plutôt extrêmes, en règle générale, je suis libre d'écrire ce que je veux. C'est un luxe, hein. C'est un luxe parce que ça veut dire que la commande que l'on va me passer suppose normalement un montant de commande. C'est la distinction là encore assez subtile entre une demande et une commande. Qui dit commande dit normalement que vous êtes payé pour le travail que vous allez effectuer, quel que soit le succès de la musique que vous écrivez. Autrement dit, si c'est un bid total, si je ne touche aucun droit d'auteur à part ceux qui correspondent au droit d'exécution lorsque la pièce est créée, donc une fois simplement, eh bien j'aurai quand même le bénéfice de cette œuvre-là. C'est une des choses qui nous distingue des compositeurs de musiques actuelles. Et encore une fois, on peut considérer que c'est une bonne chose ou pas. En bénéficiant, j'aurais peut-être tendance à considérer que c'est le cas, mais j'en vois tout à fait les effets pervers. Ça fait que cette musique contemporaine a souvent tendance à être un peu sous perfusion. Perfusion de mécènes parfois, ce qui me semble moins grave que si c'était la seule perfusion de l'État, mais sous perfusion quand même. Alors, dans le cas des musiques de films, effectivement, qu'en est-il ? Dans ce cas-là, effectivement, les contraintes sont un peu plus lourdes. C'est-à-dire que vous devez écrire une musique qui, d'une façon ou d'une autre, doit coller à l'image. J'ai tendance à considérer, et je vais être assez tranché sur cette question, que les musiques de films, depuis une quarantaine d'années, vivent, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une baisse tendancielle de leur qualité, pour parodier le jargon marxiste. C'est-à-dire que, toute chose égale par ailleurs, ce que l'on écrit aujourd'hui comme musique de film me semble être, dans la très grande majorité des cas, bien moins intéressant, bien moins inventif, beaucoup plus formaté que ce que l'on pourrait écrire il y a une quarantaine d'années. Est-ce que c'est lié au mécanisme dont il a été question, d'uniformisation plus généraux, que Michael a très bien écrit? C'est possible. C'est aussi lié, je pense, à l'apparition de la machine, qui en soi est une très bonne chose. J'utilise moi-même l'ordinateur comme une espèce de traitement de texte. J'utilise des logiciels de mise en partition qui me permettent d'y voir beaucoup plus clair et qui font que je n'ai pas, lorsque je ne suis pas content d'une page que je viens d'écrire au crayon à la gomme, à tout réécrire, mais que je peux facilement revenir sur ce que j'ai fait. Si j'écris pour orchestre, c'est très pratique d'avoir ces logiciels qui me permettent d'y voir beaucoup plus clair que si, encore une fois, je devais simplement me contenter de ma main, d'un crayon et d'une gomme. Ça a eu tendance aussi, pour beaucoup de compositeurs de musique de film, à faire en sorte que un réalisateur n'était satisfait d'une musique et voulait bien se lancer dans l'enregistrement de cette musique que lorsque, l'ayant entendu une fois sur un ordinateur, avec les moyens du bord, il pouvait dire tel quel, ça me va. Et donc je pense que l'une des conséquences a été la moindre prise de risque pour les réalisateurs face aux musiques qui pouvaient leur être proposées. Un réalisateur allait se dire d'accord, je suis d'accord pour enregistrer cette musique, mais on va le faire au clic, c'est-à-dire avec une synchronisation parfaite par rapport à l'image, et je ne veux laisser aucun aléa et faire en sorte que la musique telle qu'elle est prévue sur la maquette soit très exactement la même que celle que je vais recevoir lorsqu'elle sera enregistrée par un vrai orchestre, la seule différence étant bien sûr la qualité d'enregistrement et la qualité d'interprétation quand elle est jouée par des instrumentistes en chair et en os et non pas par une machine. Je crois que ça a eu tendance à enclencher une espèce de cercle vicieux qui est que beaucoup de réalisateurs ou pire de producteurs se sont dit « Ouh là là, méfions-nous, cette musique me semble un peu trop barrée, un peu trop bizarre, un peu trop curieuse. » Et ils se sont réfugiés dans des valeurs, on va dire, plus sûres. On a eu un certain nombre de musiques qui étaient comme des valeurs refuges, sur lesquelles se sont précipités des producteurs, ce qui a entraîné le fait qu'effectivement la plupart des spectateurs de cinéma étaient habitués à ces musiques un peu formatées et ne voulaient pas prendre eux-mêmes le risque de voir un film dont la musique ne correspondrait pas à ces standards. Bref, ce cercle plutôt vicieux de la formatisation qui pourrait tout à fait se retourner en un cercle vertueux, mais je pense que les efforts pour y aboutir ne sont pas tout à fait ceux vers quoi on tend aujourd'hui. Voilà un exemple de ces formatages auxquels tout ce dont on vient de parler
a pu contribuer et qui me rendent peut-être, non pas mélancolique, mais un peu pessimiste sur l'avenir d'une certaine musique savante, on va dire, un peu sophistiquée, un peu élaborée, qui refuserait ces critères un peu trop universellement adoptés de formatage. Et alors sur cette standardisation, elle semble poser au moins deux problèmes. Le premier, c'est que évidemment on a moins de créativité ou peut-être un tempérament qui est un peu moins aventureux. On va essayer d'être un peu moins innovant parce que la technologie en fait et la vague d'innovation nous entraîne là-dedans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on risque d'avoir des réactions, une forme de contre-culture qui se met en place. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce que c'est le moment de faire intervenir des politiques culturelles ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit venir de la société civile ? Est-ce qu'il existe des moyens, disons, de résister ou d'essayer de tempérer cette tendance, puisqu'elle a quand même des côtés négatifs ? Grégory, j'espère que tu ne dors pas parce que tu m'as dit que il y avait vraiment ici un rôle du politique. Alors je ne sais pas si c'est parce que tu prêches pour ta paroisse ou si c'est un biais professionnel, mais ce serait bien d'avoir ici l'avis de quelqu'un qui y croit encore, disons. C'est certain qu'il y a certainement un biais cognitif, mais il y a une histoire sur cette question culturelle. Je ne vais pas remonter, bien sûr, à Louis XIV, mais il y a effectivement rapidement des constats de difficultés. On aurait fait une table ronde sur l'avenir de la culture dans les années 50 ou 60. On aurait déjà fait un bilan contrasté, et notamment d'un sujet, et c'est important, notamment par rapport à ce qu'on a dit ici, quand on évoque que l'accès est devenu très facile, il ne faut pas qu'on oublie que même derrière un accès facile, il y a des exclus de la culture. Donc le rôle des politiques culturelles, elle est en partie de penser à ça. Et si on veut, il y a deux temps. Il y a eu un temps important sur le XXe siècle, si je puis dire, avec deux ministres symboliques, et tout le monde voit à qui je fais référence, où l'État a mené cette politique culturelle dans l'objectif d'essayer de lutter contre ces inégalités-là. Je pourrais évoquer spécifiquement les problématiques de standardisation, mais j'y viendrai plus à la fin si tu me le permets. André Malraux, une politique plutôt qu'on appelait culture pour tous, une définition de ce qu'est la culture cultivée, de ce qu'est la culture que l'on doit pouvoir donner à tout le monde, qui doit être accessible à tous. C'est la création des maisons de la culture, c'est cette idée de rendre possible l'accès à des œuvres, le théâtre classique, l'opéra, etc., pour tous les plus jeunes. Et puis, évidemment, il y a un bilan de ça. Le bilan, c'est par exemple la déclaration de Villeurbanne, où pour la première fois, on a une notion qui est la notion de non-public. Il y a des personnes qui sont des non-publics de la culture, qui n'assistent pas à un spectacle vivant, qui ne consomment pas de culture du tout. Peut-être que l'âge de l'accès dans lequel on est, on aura l'occasion d'en reparler, a réduit ce non-public, mais par contre, il a aussi, on le voit bien, spécialisé qui regardait quoi, et ça, c'est peut-être une conclusion qu'on a eue de la deuxième phase de la politique culturelle, celle de Jack Lang, où on est cette fois-ci plutôt dans une politique du culture pour chacun. Attention, il ne faut plus dire qu'il y a une culture cultivée et le reste ne vaut rien. Tout peut être culture. On va avoir des grandes réussites de ça. La rencontre de photographie d'Arles, la BD à Angoulême, des choses comme ça. Alors, le ministère s'intéresse à des formes de culture qui, jusqu'à là, étaient plutôt mises de côté parce que populaires. Mais on a aussi des échecs de cette politique-là. Les échecs, c'est la spécialisation. Le tag, le hip-hop, ça peut être une culture, oui, mais c'est une culture urbaine. Et elle doit être réservée à une certaine politique. Et quand elle devient un petit peu trop chic, on en dépossède ceux qui en étaient les auteurs d'origine. On va prendre quelques personnes qu'on va porter comme très légitimes. En tête, par exemple, quelqu'un comme Grand Corps Malade, et on va presque l'enlever à la culture d'origine. Et donc, on va spécialiser chacun, créer des niches. Largement avant les algorithmes, largement avant tout ce qu'on a pu inventer, on avait déjà cette idée un peu d'une culture pour chacun. Je schématise à grands traits. Et donc, face à ça, on doit encore réinventer ces politiques culturelles. Et dans cette réinvention des politiques culturelles, il y a effectivement un acteur un peu nouveau, que sont les collectivités territoriales. Dans cette double histoire que j'ai évoquée, celle de Malraux ou celle de Jack Lang, les collectivités locales, elles ne sont pas très présentes. Ici, pourtant, on a un exemple de ce qui peut être fait dans cette logique du aller vers. Il faut baisser la barrière. En fait, on a longtemps cru qu'une des barrières pour la culture, c'était le coût. C'est cher d'aller à l'opéra, donc faisons des places à 10 € et les gens iront à l'opéra. Mais en fait, c'est une erreur. Le coût, il est financier, mais le coût, il est aussi symbolique. Pourquoi je dirais à l'opéra ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Est-ce que je saurais ce qu'il faut faire ? Et donc, il faut abaisser ce coût par une politique d'éducation, mais aussi par une politique de aller vers. Aujourd'hui, vous faites un musée des 30 Glorieuses, ça n'intéresse personne.
faut être un musée de Funès qui, subtilement, raconte l'histoire des 30 Glorieuses en filigrane, et là, d'un seul coup, paf, vous avez apporté de la culture. Et vous l'avez apporté différemment. Et ce musée, il est possible que parce que vous avez une collectivité locale qui se mobilise. De la même manière, une microfolie. On donne tout de suite accès à la culture. On va permettre aussi aux élèves de venir facilement. Et tous ces éléments-là, ils sont très présents. Là où on est aujourd'hui, c'est aussi une forme de aller vers. On apporte la culture plus proche des autres. Et c'est aujourd'hui, je pense, le rôle des collectivités locales de faire ça. Donc oui, j'y crois encore beaucoup. Et je crois aussi que de ce point de vue-là, on évoquait le risque d'un format unique. Le risque du format unique, c'est de dire, moi j'invente une nouvelle règle. Moi je trouve que les débats, BFM TV, etc., ça apporte quelque chose, c'est nécessaire, mais ce n'est pas la seule façon de faire un débat d'idées. J'invente les rencontres de l'avenir et je dis, tiens, on va mettre des personnes qui on va donner du temps. On va donner 1 heure pour parler d'un sujet, pour discuter avec une salle, et d'un seul coup, je le fais différemment. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on peut inventer d'autres formats. Il y a des soutiens, évidemment, qui sont faits par ailleurs, qui peuvent exister, mais les collectivités, elles peuvent apporter ça. Elles inventent ici leur propre fête du livre, les conférences du Cher 59, quelque chose comme ça. On invente un nouveau format, et donc, du coup, inévitablement, une nouvelle offre culturelle. Carole, sur cette question d'offre et de culture, tu me disais que justement tu avais le sentiment qu'un des échecs c'était cette absence de balance de l'offre et de la demande dans le regard politique. Alors oui, c'est une chose que l'on remarque quand assez régulièrement paraissent des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, c'est que cette démocratisation, elle n'a peut-être pas eu lieu, en tout cas pas eu lieu autant qu'on pouvait l'espérer. Pourquoi ? Dans le cas de Malraux, vous avez affaire à quelqu'un qui, avec une visée presque métaphysique, d'une certaine façon héroïque, croyait en une forme de transcendance de l'art. Malraux se disait que, à une époque où on pouvait considérer que Dieu était mort, eh bien Dieu se retrouvait finalement dans l'œuvre d'art. C'était dans ce lieu-là que la religion, au sens fort que cela pouvait avoir, avait comme encore un dernier gisement. Il pensait également cette chose, et c'est un peu une conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'on pouvait goûter, jouir de toutes ces formes d'art sans médiation. Que ce rapport finalement à l'art était un rapport comme celui du croyant à la divinité. Cette transcendance pouvait s'effectuer sans aucun besoin de médiation. Et donc, Malraux ne se préoccupait absolument pas de questions d'éducation artistique, et la plupart des ministres qui lui ont succédé avaient assez peu cela en tête. La naissance du ministère de l'Éducation nationale, avec Malraux 1959, si je ne m'abuse, c'est arracher de l'éducation nationale ce qui était auparavant un secrétariat d'État aux Beaux-Arts, donc faire en sorte que l'éducation d'une part et la politique culturelle de l'autre soient dissociées, déconnectées. Et puis, avec une idée presque opposée, finalement, les années Lang ont contribué un peu à la même chose. Pourquoi ? Là, dans ce cas-là, c'était plutôt une idée spontanéiste de l'art, c'est-à-dire que n'importe qui peut se lever un beau jour et se considérer comme artiste. Il n'y a pas besoin pour cela de formation. La culture est spontanéiste à la fois parce que c'est une culture par tous et parce que c'est une culture pour tous. Elle peut toucher indifféremment toutes les catégories. Alors on pouvait penser que c'était une bonne nouvelle parce qu'enfin, ça allait pouvoir mener à cette démocratisation de l'art et de la culture tant espérée. En réalité, encore une fois, ces enquêtes sur les pratiques culturelles des Français ont plutôt tendance à prouver que c'est l'inverse qui s'est produit. Pourquoi donc a-t-on eu tendance à créer une forme d'augmentation de l'offre culturelle avec toujours plus d'équipements, toujours plus d'événements, cette quasi-religion de l'événementiel qui est venue contaminer la plupart des politiques culturelles? Bon, je parle un peu comme un vieux réac, hein, c'est évidemment extrêmement caricatural que ce que je dis, mais vous voyez à peu près rentrer ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on a eu tendance à favoriser ça et non pas ce qui pouvait être de l'ordre de l'éducation, de l'instruction artistique, d'une certaine forme de formation? Pourquoi est-ce qu'on a préféré finalement la médiatisation pendant les années Lang plutôt que la médiation? Je pense que c'est en tout cas un des vrais problèmes. On est en train de revenir là-dessus.
Par exemple, le fait que depuis quelques années, sur un certain nombre de sujets, ministère de l'Éducation nationale et ministère de la Culture essayent d'œuvrer main dans la main est évidemment une très bonne nouvelle. Le fait qu'il y ait des interventions culturelles par des intervenants spécialisés à l'école primaire, au collège, parfois même au lycée, est aussi évidemment une très bonne nouvelle. Mais je peux vous dire qu'on part quand même d'assez loin. En vous écoutant, alors que je suis plutôt d'un tempérament optimiste, non, c'est pas vrai, mais j'ai quand même une forme d'inquiétude, c'est que alors j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu démunis, ou qu'en tout cas on ne prend pas toujours les bonnes décisions au niveau politique, qu'on a une forme de standardisation de la culture qui est en fait une standardisation d'une culture qui n'est pas la nôtre, mais qui se répand par les plateformes et donc en fait par une sorte de vision du monde qui n'est pas exactement celle de notre pays. Et donc je pense principalement ici à une culture américaine et demain une culture peut-être chinoise. Et quand j'entends ce décalage entre l'offre et la demande, je me pose la question, est-ce que finalement tout ça est pas lié à une forme d'individualisation de la culture, où chacun considère que sa personne elle-même étant absolument politique, elle est aussi parfaitement l'objet d'une culture particulière. Et donc je me demande qu'est-ce que c'est qu'une culture commune, ou comment on fait une culture commune dans un monde où le politique semble avoir échoué et où les plateformes standardisent la culture mondiale. C'est pour vous, hein. C'est pour vous trois. Alors j'ai pris le micro. Mais c'est d'ailleurs pour ça que cet après-midi, il y a une table ronde sur le vivre ensemble. Et c'est un vrai sujet. La culture, une fois qu'elle est prise sous ce spectre-là de comment est-ce que l'on partage les choses, inévitablement, il y a deux facteurs qui sont paradoxalement peuvent se rejoindre. Le premier, c'est plus vous avez d'offres culturelles, moins vous avez unité de consommation. C'est sûr que quand vous avez 3 chaînes, il y a plus de chances que le soir même, tout le monde avait plus ou moins vu la même chose, le même programme. Quand vous avez l'offre telle qu'elle est aujourd'hui, et comme on s'était bien évoqué tout à l'heure, une consommation qui change, c'est-à-dire que la télévision est loin d'être le seul média qui va être utilisé, vous avez plus de diversité, avec le risque qu'on a évoqué tout à l'heure, que chacun, par des algorithmes ou par des process longs, soit enfermé dans une catégorie et n'aille pas consommer ce qui se passe à côté. Après, moi je suis plutôt de nature optimiste et je suis convaincu qu'on fabrique une culture commune. Après, c'est toujours pareil, c'est comment est-ce qu'on va rendre aussi attractif cette offre culturelle. Moi je suis très sensible à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que l'un des vecteurs les plus importants, ça reste l'école. Inévitablement, si dès le départ on a un certain nombre de références et un certain nombre de clés qu'on va donner de la même manière à l'ensemble des futurs citoyens, des petits citoyens tels qu'ils sont, on va bien sûr pouvoir fabriquer quelque chose comme ça. Après, bien sûr que le fait de devoir montrer ce qui a été fait, nous on a un regard sur, on dit 59-69, sur la période 81-93, celle de langue, avec une petite interruption au milieu. Évidemment, aujourd'hui, on a un regard 20 ans après, on voit ce qui a marché, on voit ce qui peut être amélioré. Et donc tout ça fait que, bien sûr, on a un regard critique sur ce qui s'est porté. Mais mine de rien, ce sont aussi des pas dans cette direction-là. La première étape, qui n'était pas la plus simple, ça a été l'étape de la conscientisation. Il faut déjà qu'on ait en tête cette problématique. J'ai promis que je ne raconterai pas en version extensive mon livre préféré de Laurence Levin, Culture d'en haut, Culture d'en bas, mais maintenant que j'ai le micro, je vais être obligé d'en dire un petit mot quand même. C'est un livre fabuleux, allez le lire parce que franchement, c'est vraiment excellent. Puis voilà, comme il manquait de femmes, on va parler de Laurence, et avec un peu de chance, c'est un homme. Laurence Levin, donc, a écrit ce livre Culture d'en haut, Culture d'en bas. Carole Beffa aussi, on a fait une spéciale dédicace du coup. Et donc, ce livre raconte comment, d'une culture unique, qui était la culture qu'avaient tous les Américains au début du 19e siècle, on est passé à une culture différente. Culture unique, c'était une offre culturelle qui tournait, vous savez, ça ressemble beaucoup à des cirques. Alors dans ce truc, il y avait des choses qui plaisaient un peu à tout le monde, puis qui déplaisaient un peu à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez la femme à barbe, le lancer de nains, du théâtre, de l'opéra, de la danse, des choses très 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 différentes. Peut-être que chacun y venait pour quelque chose, mais tout le monde voyait tout. Celui qui venait pour l'opéra, il voyait aussi la femme à barbe. Celui qui venait pour la femme à barbe, il voyait aussi l'opéra. Et résultat, et c'est comme ça que lui, il est dans cette histoire, il y avait une connaissance de Shakespeare qui était bien plus pointue dans la masse américaine qui ne savait pas lire souvent du début du 19e siècle que dans ses contemporains. Il écrit ce livre au milieu du 20e. Parce qu'effectivement, il y a eu un processus de spécialisation. Et ce processus de spécialisation, ça a été des codifications, ça a été... Bon, j'ai promis que je ne faisais pas toute l'histoire. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec des théâtres en dur, avec une offre qui était une offre sacralisée. On ne pouvait plus, à l'époque, il n'était pas rare de traduire un opéra, de rechanter une chanson dans l'opéra, d'enlever des morceaux. Et là, d'un seul coup, on disait non,
si on veut une star européenne de l'opéra, parce que les premières stars, elles sont européennes, il faut respecter la culture européenne. Donc, on chantera en allemand, on fera les dialogues en allemand, on n'aura pas le droit d'applaudir, on n'aura pas le droit de bisser une chanson, on n'aura pas le droit d'interagir. Et donc, il y a un public qui va suivre, il y a un public qui va aimer ça, qui va se distinguer d'ailleurs. Ça devient très chic. Et puis, il y a un public qui ne pourra pas. Il ne pourra pas venir avec ses enfants, etc. Et donc, on va créer cette séparation. Et cette séparation, eh bien, on en a finalement vraiment conscience qu'un siècle après. Donc c'est pour ça que je dis que la première étape, et là déjà où on a quelque chose d'optimiste, c'est que finalement tout ça, on s'en était accommodé pendant très longtemps, sans forcément y voir un problème. On s'était dit en gros que c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment l'opéra, puis il y a des gens qui n'aiment pas l'opéra. Et à un moment, parce qu'on a des travaux comme ceux de Bourdieu, on va réussir à porter à connaissance. Tout ça est en fait un grand mécanisme contre lequel on doit lutter. Et donc à partir du moment qu'on a posé ça, on a posé des outils, plus ou moins à droit. Il fallait bien les inventer au départ. Et puis on affine. Et moi, je reste vraiment persuadé qu'aujourd'hui, cette diversité d'offres telle qu'on peut la voir ici, bah c'est aussi une façon de créer du lien, et ça se fait ici, on le voit aujourd'hui par exemple. Mais Michael, justement, alors je me demande l'état actuel de la technique et le fait que que les coûts d'accès à la culture soient très faibles, notamment grâce au numérique. Est-ce que ça nous ramène dans cette époque du passé où on pouvait avoir une seule culture commune, et auquel cas il y a sans doute de quoi être optimiste, parce que même si on regarde pas tous les mêmes choses, on a accès aux mêmes choses, et donc on doit au moins pouvoir partager, disons, l'ensemble de l'offre et comprendre que c'est le même paysage culturel. Ou est-ce que, au contraire, comme ça a été évoqué pour le cas des informations dans la table ronde précédente, le numérique tend à nous enfermer chacun dans des écosystèmes très fermés où, en fait, les différentes cultures coexistent mais ne se rencontrent jamais? Oui, le numérique a tendance à faire ça. Mais parce que le numérique, c'est une industrie. Donc l'objectif des gens qui dirigent le numérique, c'est que leurs consommateurs consomment. Donc quand quelqu'un aime le rap, on lui propose d'autres clips de rap, et on n'a aucun intérêt à lui proposer des clips qu'il va pas aimer. Donc ça, c'est sûr que le numérique l'offre numérique se dirige vers ça. Il n'empêche que le numérique offre des outils pour tous les autres pour exister et toucher plus de monde. Mais je pense que il faut pas opposer. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans cette démocratisation de l'accès à la culture, j'allais presque dire que le mot culture, en fait, est un peu suranné dans ce débat-là, parce que, disons, oui, bon, alors on va quand même parler de culture parce que j'ai pas de meilleur mot, mais dans cette démocratisation, ce qui est sûr, c'est que ça fait émerger, ça fait exploser et ça fait gagner en valeur des gens qui font une culture assez pauvre, il faut bien le dire. Et qui valorisent pas forcément ceux qui font une culture un peu recherchée, poussée, mais parce que c'est une industrie. Il faut veiller à ce que ce modèle-là n'assèche pas ceux qui font de la musique contemporaine. Mais il faut pas que ceux qui font de la musique contemporaine soient trop frustrés de voir ceux qui font le même morceau de rap pour la 64e fois devenir absolument millionnaires. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment le rap, c'est de l'industrie. C'est de la consommation, c'est du yaourt, quoi. Donc il y a aucune recherche sur l'anecdote du cinéma tout à l'heure. En fait, c'est marrant parce que effectivement, comme ça devient une industrie, quand on fait de la musique de film, on a tout intérêt à ne prendre aucun risque parce que l'industrie pousse à ne prendre aucun risque. C'est absolument logique. Il n'empêche que quand un réalisateur dit je veux exactement une musique qui correspond exactement à ce qui a déjà été fait et dont je sais que ça marche déjà, il a à 99% d'un point de vue industriel raison. Mais le mec qui prendra le risque de faire un truc qui ressemble pas à ce qui existe déjà, il a 1% de chance de faire un chef-d'œuvre. Mais l'objectif du producteur, c'est pas de faire des chefs-d'œuvre, c'est de vendre des tickets. Donc faut juste comprendre que on appelle ça culture, mais c'est pas les mêmes objectifs. Quand on est là pour changer le monde, c'est pas pareil que quand on est là pour juste vendre des disques. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Longtemps, on parlait, et enfin, surtout lorsqu'on était les tenants d'une culture cultivée entre guillemets, on parlait de culture savante et de culture populaire. D'abord, je pense que les deux, c'est un art qui me touche tout particulièrement puisque c'est la musique, les deux évidemment sont mêlés. La plupart des grands chefs-d'œuvre de l'humanité s'agissant de musique ont été écrits par des compositeurs qui étaient sensibles aux musiques populaires de leur temps. Schubert écoutait les Ländler, les valses de son temps et s'en inspire dans sa musique. Brahms, Liszt, un peu plus tard, de façon quasiment scientifique, Bartók,
et son grand ami et grand compositeur aussi, Kodail, s'intéressent à ces musiques populaires de leur temps. Ils vont les enregistrer, ils vont s'en inspirer, et la greffe prend. Ce n'est que à cause d'un purisme qui était celui de l'avant-garde des années 50, qui avait décrété qu'il fallait une tabula rasa, que l'on est venu à considérer qu'il fallait surtout pas s'inspirer des musiques du passé d'une part, et des musiques populaires qui étaient considérées de façon extrêmement méprisante comme des musiques n'ayant absolument aucun intérêt, et que toute tentative de fusion, de métissage des deux était une chose à considérer comme à fuir à tout prix. Je suis donc contre ce purisme. J'ouvre d'ailleurs une toute petite parenthèse. Il est assez curieux de voir que dans une certaine culture woke, pour le dire de façon un peu synthétique, on retrouve paradoxalement cette même exigence de pureté, avec l'idée que toute tentative pour faire en sorte que deux cultures apparemment éloignées puissent se métisser, se fusionner, est suspect au nom d'une prétendue appropriation culturelle qu'il faudrait à tout prix éviter. Je ferme cette parenthèse que je ne voudrais pas trop polémique. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, Grégory l'a tout à fait dit, la barrière qui empêche un certain nombre de publics défavorisés d'aller par exemple à l'opéra, ce n'est pas vraiment une barrière financière, c'est essentiellement une barrière symbolique. On se dit, oulala, il ne faut pas que j'entre dans ce lieu-là, comment est-ce que je vais m'habiller, comment est-ce que je vais me comporter, est-ce que je suis sûr que je vais bien comprendre la musique qu'on va me servir pourtant sur un plateau doré. Toutes ces choses-là, beaucoup plus que le prix d'entrée, sont les barrières qui empêchent cette culture d'atteindre le plus grand nombre, ce que l'on pourrait pourtant espérer. Alors, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que dit Mickaël. Je pense qu'il y a une morgue aristocratique insupportable de la part de certains créateurs qui s'imaginent être des centres du monde, des nombrils, qui sont là et qui écrivent une musique qui ne plaît à personne, et ils s'imaginent que le signe de leur grandeur en tant que créateur est précisément que leur musique vide des salles. Non, ça c'est évidemment insupportable de s'imaginer qu'on est génial parce qu'on ne plaît à personne. Ce que malheureusement beaucoup de créateurs dans la musique savante, avec tous les guillemets d'usage, ont tendance à penser. En revanche, là encore, tu t'interrogeais sur la question de savoir s'il était encore légitime de parler de culture. Peut-être faut-il désormais parler plutôt d'industrie culturelle, c'est possible. Et vous êtes tous très bien placés pour savoir que ce qui était considéré il y a quelques années comme relevant à peine de la culture, je parle de la photographie, souvenez-vous, photographie art moyen, disait-on à la suite de Bourdieu il y a une trentaine, quarantaine d'années, la bande dessinée, on se rend compte aujourd'hui que ce sont peut-être parmi les arts à la vitalité maximale dans la culture d'aujourd'hui. Ce sont peut-être les arts où les questions de fantaisie, de liberté, d'invention et d'inventivité sont les plus fortes. En revanche, ce qui est compliqué malgré tout, c'est que je ne suis pas certain qu'on ait trouvé aujourd'hui le bon modèle économique qui permette aux créateurs, pourtant les plus talentueux, de faire autre chose que de survivre. Pourquoi ? Si vous prenez la question du streaming, par exemple, je suis assez bien placé pour le savoir, mais ce que touche un ayant droit, donc notamment un créateur, lorsqu'une œuvre est écoutée un très grand nombre de fois en streaming, c'est quelque chose d'assez dérisoire, pas simplement dérisoire par rapport à ce qui pouvait toucher il y a 20 ans ou 30 ans lorsque le CD était florissant, mais dérisoire en soi. Là, pour le coup, prenez quelqu'un qui a explosé dans le domaine des industries culturelles, Psy, donc ce représentant de la K-pop, la Korean pop, la pop coréenne, une chanson Gangnam Style qui a été un tube planétaire. Quand je dis tube planétaire, ça veut dire, si je ne me trompe pas, peut-être que vous allez me dire que je n'ai pas tout à fait raison, mais je crois que c'était 2 milliards de clics sur YouTube. On pourrait se dire, 2 milliards de clics sur YouTube, il devrait être multimillionnaire, rien que pour ça. En réalité, c'était pas tant que ça. C'est-à-dire que YouTube rémunère extrêmement mal ses ayants droit, mais extrêmement mal.
Les plateformes de streaming les rémunèrent un peu mieux, mais on est quand même loin du compte pour un art assez exigeant qui suppose un coût d'enregistrement assez important, parce que la démocratisation de ces moyens d'accès à la culture ne change à peu près en rien le coût qu'il faut pour produire une heure de musique bien enregistrée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des mécènes. Mais les mécènes, tant qu'il existera quelques CD physiques, ils pourraient être contents que leur nom figure en deuxième de couverture de la pochette, où ils soient remerciés. Je remercie un tel, je remercie la fondation un tel pour le soutien qu'elle m'a apporté, qui a permis la production de ce disque. Si tout est désormais dématérialisé, et on va forcément vers cela, quel sera l'intérêt d'un mécène dont le nom ne va pas figurer lorsque vous irez sur iTunes ou sur Spotify ou sur Deezer? Il ne va pas y avoir, voilà, ce morceau s'appelle comme ça, et c'est grâce à la générosité de Monsieur X qu'il a pu être enregistré. Bien sûr, ça c'est totalement irrationnel et irraisonnable, c'est pas vers ça qu'on va. Donc, ce modèle économique, il reste à inventer, à réinventer, et on en est malheureusement encore assez loin, je pense. Michael, est-ce qu'il existe aujourd'hui des pistes pour mieux rémunérer ceux qui sont les producteurs en fait de culture, ce qui est en fait d'ailleurs un problème qui existe dans toutes les industries aujourd'hui avec la plateformisation. On voit bien que très souvent celui qui est en bout de chaîne ou en tout début de chaîne est moins rémunéré. Mais est-ce que dans le cas de la culture et de la musique en particulier, il existe des solutions où on voit émerger de nouveaux arrangements? Encore une fois, je pense que la donation directe des fans aux créateurs est vraiment une piste qui est très 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 intéressante. Et voilà, c'est pas pour faire ma promotion, mais je crois vraiment beaucoup à ça. Il y a un nouveau truc qui émerge sur Internet qui s'appelle les NFT. Alors je vais pas être très technique, mais voilà, c'est basé sur la crypto-monnaie, sur la blockchain. C'est un petit peu technique. Mais pour résumer, c'est théoriquement, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. On peut pas dire que les gens soient devenus très riches grâce aux NFT, mais c'est un peu une nouvelle verticale d'enrichissement et de création de valeur sur des œuvres qui n'existaient pas du tout avant. C'est quasiment de l'argent gratuit. On va voir ce que ça devient, mais en tout cas, moi, depuis que je suis rentré des vacances d'été, j'ai reçu, je sais pas, au moins 8 coups de fil de Français qui lançaient des boîtes dans les NFT, dans la musique et qui voulaient me parler. Donc c'est un phénomène qui devient massif, notamment porté par une société française qui a levé, je crois, 650 millions de dollars aux États-Unis, qui s'appelle Sorar, qui fait des NFT dans le football. Mais ils sont absolument convaincus que c'est duplicable dans la musique. Donc en tout cas, il y a des pistes comme ça. Mais moi, pour la musique, ce que j'appelle la musique de niche, je crois beaucoup à la donation directe. Je pense que c'est... Je peux très bien comprendre que pour les artistes, ce soit quelque chose de compliqué de se dire, en fait, je fais de la musique de qualité, ça fait 30 ans que je fais ça, et je vais pas aller faire l'aumône. Je comprends ça. Mais en fait, moi, je le vois plutôt comme la réinvention du mécénat de l'art à Florence, quoi. En fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Les gens qui faisaient de l'art de manière pointue étaient financés par des mécènes. Sauf que là, c'est pas un riche mécène qui finance tout, mais c'est une multitude de petits mécènes qui aiment ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça peut être des mécènes de partout dans le monde. Donc, moi, je crois à ça. Et puis, d'une manière générale, honnêtement, je comprends que c'est comme toutes les périodes de transition. C'est quand même des marchés qui sont révolutionnés d'un point de vue technique. Mais il y a toujours des phases de transition avec un peu de casse. Mais je suis quand même très confiant, si je dois apporter un début de conclusion, sur l'avenir de la culture. Moi, je suis vraiment très confiant sur l'avenir de l'accès à la culture et de ce que ça représentera d'un point de vue industriel. Après, il y a plein de sujets, à mon avis. Ça va devenir tellement massif qu'il y a des sujets de soft power et des sujets politiques qui sont considérables et qu'il ne faut pas sous-estimer. Le fait qu'aujourd'hui, tous les diffuseurs de culture soient des boîtes américaines, demain, TF1 n'existe plus. C'était quand même des boîtes françaises. Aujourd'hui, c'est YouTube, Netflix, Spotify, même Deezer, qui essaie de se faire une place dans l'univers du streaming, a quand même du mal à l'international à se déployer. Et c'est les boîtes américaines. Enfin, Spotify est suédois, mais c'est devenu américain parce que c'était racheté par l'Amérique. Et globalement, c'est vraiment les Américains qui contrôlent la diffusion de la culture. Et donc, c'est aussi leurs codes qui vont s'imposer. C'est eux qui vont filtrer ce qui a le droit de parler, ce qui n'a pas le droit de parler. Peut-être même ce qui est de la culture et ce qui n'en est pas. Moi, je trouve que ça, c'est des vrais sujets politiques long terme qu'il faut regarder, quoi. Mais en tout cas, le mariage d'Internet et de la culture, je pense que c'est un mariage positif.
Merci. Avant de passer aux questions, j'ajoute juste que sur les NFT, finalement, quand Carole, tu disais aucun mécène ne va vouloir continuer à donner de l'argent s'il n'y a pas justement un message sur son CD, les NFT, c'est ça que ça permet. Donc c'est plutôt pas mal. Si on revient sur cette table ronde, souvenez-vous du métaverse, ce sont en fait des droits de propriété sur des choses numériques, immatérielles. Vous pouvez acheter une épée magique dans un jeu vidéo, il y aura votre propriété dessus avec un NFT. Un mécène peut avoir aussi son nom du coup sur une musique, bien qu'il y ait plus rien de matériel. De ce que vous dites, avant de vous laisser bien sûr poser des questions, j'en ressors quand même plutôt optimiste pour deux raisons du coup. Alors peut-être que je me trompe, mais vous allez m'en dire un mot chacun. D'abord, j'ai l'impression que finalement, oui, on est submergé par une sorte de standardisation culturelle, mais en même temps, finalement, c'est le moment pour le consommateur de culture, que nous sommes tous à un moment ou à un autre, d'être responsable et de faire sa recherche lui-même. Et après tout, pourquoi ne pas faire un effort aussi là pour nous-mêmes aller chercher la culture qui nous intéresse. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui doit nous rendre plutôt optimistes. Et puis, la deuxième raison, c'est que cet éclatement du coût des cultures permet aussi, et cette baisse des coûts grâce au numérique, permet aussi finalement à des niches de survivre, là où peut-être on a le sentiment qu'elles survivent pas bien, mais elles n'auraient carrément même pas existé avant cette baisse des coûts. Ouais, je crois aussi effectivement que, alors on parlait de NFT, pour le moment le phénomène existe sous la forme de ce qu'on peut appeler le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. C'est le cas dans la musique contemporaine de plus en plus, et je pense que c'est une très bonne chose. Eh bien, un compositeur va se tourner vers une communauté de proches pour que ceux-ci se cotisent d'une certaine façon, pour lui permettre d'écrire son œuvre, et puis financement participatif également pour ses enregistrements, pour produire un disque où chacun va effectivement pouvoir être heureux de donner une petite obole à celui en qui il croit, ou dans l'art de qui il croit, pour effectivement produire une œuvre d'art sous la forme d'un enregistrement qui ne s'appellera évidemment plus CD ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est une chose. Beaucoup d'artistes le regardent avec suspicion parce qu'ils ne se considèrent pas comme des entrepreneurs, parce qu'ils ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, parce qu'ils ont cette espèce, encore une fois, de distance aristocratique qu'ils se disent « Oh là là, c'est pas à moi de m'occuper de ça ». Il peut tout à fait y avoir des intermédiaires, ça peut passer par d'autres biais. Et donc oui, il est tout à fait probable que le salut du financement de cette culture-là, qui est plutôt une culture de niche, passe par ce biais. Je vais aussi être sur un message optimiste et du coup, comme c'est le rôle que tu m'as confié sur un message optimiste du rôle politique, au fond quand même, quand on regarde cette histoire, et on en a évoqué un certain nombre de problématiques, mais en France, on pose le prix du livre unique, on sauve les petites librairies. Vous allez dans un autre pays européen et vous voyez à quel point c'est flagrant, comme on a cette chance d'avoir ce petit tissage-là. On met un système un peu original sur les places de cinéma avec le CNC, il y a plein de limites au fonctionnement. N'empêche qu'il y a une production de cinéma français qu'il n'y a pas du tout aujourd'hui ailleurs en Europe. On voit bien les déclins qu'ont pu connaître d'autres pays en la matière. On oblige à passer des chansons françaises à la radio. Hop, on sauve une forme de production de la chanson française. On décentralise la culture. Hop, on multiplie les événements et le aller vers. Tout ça n'est pas parfait. Tout ça, on a bien vu, à plein de limites. Mais tout ça nous dit, tant qu'on a cette volonté-là, et elle existe, de faciliter et de favoriser l'accès à la culture pour tous, on aura toujours des raisons de croire à l'avenir de la culture. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, madame au 4e ou 5e rang, je ne vois pas bien. Bonjour. Je pense que le titre de la conférence, ça aurait été plutôt l'avenir de l'économie culturelle plutôt que de la culture. Excusez-moi. Mais je voulais seulement vous attirer l'attention sur le fait que, par exemple, ma fille est professeure de socioculturel dans un lycée agricole à Nîmes. Donc, elle travaille avec toutes les autres matières, les profs de toutes les autres matières. Et les élèves, donc c'est une matière à temps plein et qui est exactement au même titre que le français. Ça n'existe que dans le lycée agricole. Et pourquoi l'éducation nationale n'a-t-elle pas, dans toutes les classes, que ce soit en primaire, en collège ou en lycée,
cette matière qui pourrait ouvrir la majorité d'enfants et de jeunes à la culture. Parce que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, j'en ai eu aussi, prof de chant ou de dessin, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes adultes, qui sachent ne serait-ce que reconnaître cette note sur une portée, en ayant eu effectivement des cours de musique, de dessin, etc. Et je ne suis pas sûre que ça les ait ouverts beaucoup pour l'avenir à aller, comme vous dites, à l'opéra, au théâtre ou autre. Donc voilà, c'était ma question. Mais c'était peut-être plus pour le ministre de l'Éducation nationale. Oui, peut-être. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, mais il n'est pas là. J'aimerais bien avoir un ministère de l'Éducation nationale et de la culture. Je m'en ferai pas. Ça a existé, hein, ministère de l'Éducation nationale et de la culture. Ça a d'ailleurs été le titre de Jack Lang pendant 2 ans, je crois, de ses 10 années de mandat. Il avait les deux, sauf erreur de ma part, de 91 à 93. Sur cette question-là, je pense que la question, elle n'est pas en oui ou non. Elle est en comment on fait mieux. Je pense que les outils se sont installés. On arrive, on mesure, on évalue leur efficacité ou effectivement leur inefficacité. Oui, c'est vrai que l'instrument de musique le plus facile à apprendre aux enfants, parce que c'est pas cher, parce que c'est facile, c'est la flûte à bec. Et oui, c'est vrai, la flûte à bec crée peu de vocations. C'est un fait. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement renoncer à ça? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer là-dessus et se dire toujours, c'est pas une question de faire plus ou de faire moins, c'est comment systématiquement on fait mieux. Et il y a des initiatives qui sont faites là-dessus. Alors, je vais en reprendre juste une, parce que je me ferai pas le porte-parole de l'Éducation nationale, mais une que je trouve vraiment réussie pour le coup, c'est l'exemple des microfolies. Honnêtement, pour faire de l'éducation artistique, c'est pas facile l'éducation artistique. Une fois encore, on en demande énormément aux enseignants qui doivent s'y connaître en mathématiques, qui doivent s'y connaître en histoire, c'est quand même, on demande beaucoup, et on leur demande aussi de transmettre ça. Et bien là, d'un seul coup, vous avez un outil qui est très ludique, qui est très facile à utiliser, qui est très apprécié des enfants, et là, c'est quelque chose qui change. Voilà, ça c'est un point, c'est nouveau. Je ne dis pas qu'on va réussir à trouver ça partout, mais par exemple, dans la commune dans laquelle je travaille aujourd'hui, on a mis un vidéoprojecteur dans chaque salle de classe. Ça a permis aussi d'inventer des nouvelles choses. C'est des choses qui fonctionnent. Ici, il y a eu beaucoup de tableaux numériques qui ont été installés dans les écoles aussi. Ça permet aux enseignants d'innover là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est un processus. Je vois que vous avez envie de réagir. Oui, non, je vais sans doute dire quelque chose qui est pas très populaire et je veux pas faire le vieux réac. Moi, j'ai pas de réponse à la question de comment est-ce que le politique peut changer l'accès à la culture de la jeunesse de France. Je sais même pas si ça a du sens. À vrai dire, moi, je suis producteur de musique depuis 20 ans. J'ai dû rencontrer 100, 200 artistes dans ma vie, plus que ça. J'en ai jamais rencontré un seul qui m'a dit c'est grâce à la musique que j'ai fait à l'école que j'ai eu 0. Alors qu'on a tous fait de la musique à l'école. Donc ça pose quand même la question de est-ce qu'il y a... Alors quand on sait qu'en plus ils ont le bac et qu'ils savent toujours pas écrire français, on se dit est-ce que vraiment il faut leur faire des cours de musique? Est-ce que c'est la priorité? Donc j'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Je sais même pas si ça a du sens. Voilà, je laisse le politique répondre. Je suis bien content de ne pas être le représentant du ministère de l'Éducation en la matière, mais on est bien d'accord. C'était évidemment un des points que je soulignais. Il y a néanmoins un point qui serait caché là-dessous, c'est que peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être que sans ça, ils n'auraient tellement pas eu accès à la musique que ça ne se serait jamais créé. Mais je suis aussi sceptique, il n'y a pas de problème. Je pense quand même que aujourd'hui, il y a tellement de musique partout sur YouTube, dans les films qu'ils regardent, dans les séries qu'ils regardent. Je suis pas sûr que les cours de musique. Enfin, j'aurais plutôt peut-être que de leur apprendre à faire des instruments, il faudrait peut-être leur apprendre à apprécier quelque chose qui demande un peu d'effort. Voilà. De fait, c'est ce qui se produit. Hein. Si je ne me trompe pas, on n'enseigne plus, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, la flûte à bec depuis 12 ans dans les cours d'éducation musicale, ou le cours de musique qu'on appelle maintenant. Longtemps, l'agrégation de musique, elle avait ce nom très Troisième République, très folklorique, qui était agrégation d'éducation chorale et chant... Pardon, c'est tellement compliqué que je m'y perds. Agrégation d'éducation musicale et chant choral. Bon, le chant choral, c'est très bien, et peut-être que on aurait davantage d'appétence pour les différentes formes de musique, et pour la musique classique en particulier, si, comme nos voisins britanniques et allemands, le chant choral était plus développé en France. C'est possible. Il n'y a évidemment pas de recette miracle en l'occurrence. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre, on va dire, la vie des compositeurs plutôt qu'à jouer de la flûte à bec? Difficile à dire.
pas certain que dans les deux cas, on va créer des petits Mozart. On va prendre une dernière question. Bonjour. Vous avez parlé... Il faut que vous... Je suis désolé de faire moi-même ça, mais il faut que vous gardiez votre masque, monsieur. Vous avez parlé surtout de l'industrie de la culture. Mais la culture dépend aussi de la création artistique. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis une cinquantaine d'années, la création artistique est dans un gap? Il n'y a pas de grands sculpteurs, de grands musiciens, de grands hommes de lettres. Quelle est votre idée à ce sujet? Je peux dire un mot, parce que comme ça, je suis le plus détaché, je pense que c'est le plus simple. D'accord. Moi, je suis assis juste à la gauche de quelqu'un qui est pour moi un musicien excellent, vraiment excellent, et donc ça me gêne un peu de dire ça. Voilà, honnêtement, écoutez, et je le dis, on se connaît pas plus que ça, hein, mais je le pense vraiment, vraiment très très sincèrement, et par chance, ce n'est pas le seul. Donc, à mon sens, c'est difficile. Je pense même d'ailleurs qu'à mon sens, on n'a pas fait que parler d'industrie culturelle. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait en parler, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, on a eu la chance de pouvoir parler aussi de l'industrie culturelle, mais je pense qu'on n'a pas parlé que de ça. Et après, oui, c'est toujours compliqué. Pourquoi la plupart des artistes sont très souvent révélés aussi après leur mort? Parce que c'est difficile de les savourer tant qu'on est contemporain. Et c'est vrai que ce qui est difficile, et je trouvais que c'était merveilleusement évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a une quantité faramineuse, et que dans cette quantité faramineuse, oui, il y a des choses qui n'ont pas de qualité. Et d'ailleurs, parmi ce qui marche très bien, il y a aussi des choses qui n'ont vraiment pas beaucoup de qualité. Mais ça n'empêche que parmi les choses qui marchent, il y a aussi des choses fantastiques. Franchement, dans le cinéma, dans la musique, on a encore des choses fantastiques, dans l'architecture, enfin, on a quand même cette chance-là. Et c'est vrai que certains, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se rendra compte d'une production culturelle actuelle que l'on ignore, et on se rendra compte que on n'avait pas que Carole comme génie, on en avait plein d'autres. Et donc ça, moi j'en suis convaincu, et je pense que c'est le cas de toutes les générations. Oui, on peut se dire qu'effectivement, si vous prenez la musique qui s'écrivait, je ne sais pas, dans le domaine de la musique classique, entre 1909 et 1913, il y a eu une éclosion incroyable de chefs-d'œuvre, et que probablement qu'entre 2009 et 2013, il n'en est rien. Je pense qu'on manque peut-être un peu de recul pour le savoir. Mais encore une fois, prenez le cas du cinéma, je n'ai absolument pas l'impression que les films qui se faisaient, alors je ne sais pas s'il faut dire aujourd'hui ou avant la Covid, parce que difficile de juger, mais qui se faisaient en tout cas il y a 3 ans, aient beaucoup à rougir de ce qui se faisait 50 ans auparavant. J'en suis pas du tout certain. Je pense que le niveau de la bande dessinée, encore une fois, le niveau de la photographie, et peut-être le renouveau de bien des œuvres en matière d'art plastique, où il y a eu notamment un retour du figuratif, qui est peut-être une bonne nouvelle, font qu'il est tout à fait possible que la qualité des arts plastiques aujourd'hui soit aussi bonne, voire supérieure à ce qu'elle était il y a 50 ans. Oui, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui me semble important. Oui, je suis pas sûr qu'il faille être si sévère. C'est peut-être pas complètement faux, mais je pense que ce regard-là est biaisé par l'omniprésence et l'omnipotence de produits culturels de mauvaise qualité. Mais encore une fois, ça, on rentre dans le cadre de l'industrie culturelle. Alors oui, vraiment on fait des choses de mauvaise qualité, de qualité moyenne, qui ont vocation à parler à tout le monde et qui sont très grand public et qui n'apportent pas grand-chose. Mais je pense que en dessous, il y a des créateurs qui ont du talent, et pas beaucoup moins qu'hier. Alors peut-être effectivement dans le domaine de la littérature, mais je suis pas le plus apte à juger, ou de la musique classique, j'en sais rien, mais il y a quand même des choses qui se font, c'est juste qu'elles sont pas forcément très visibles, et qu'elles sont souvent écrasées par la masse. Mais juste, et il faudra qu'on termine là-dessus, mais je me permets juste, j'en profite puisque je suis avec eux ici, même si c'est pas mon rôle, mais un commentaire sur cette question. Je crois que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est que la technologie aidant, il n'existe plus un référentiel commun. Et c'est ça qui est très compliqué et qui nous donne le sentiment qu'il n'y a plus rien de bon. On avait tous exactement les mêmes référentiels quand on avait une chaîne de télé, quand on avait une façon de consommer de la culture. Et donc, on était tous d'accord sur ce qui était excellent, ce qui l'était pas, ce qui était un chef-d'œuvre et ce qui relevait de quelque chose qui n'était non culturel.
la complexité du monde aujourd'hui fait que, en fonction de la bulle dans laquelle vous vivez, en fonction de la façon dont vous utilisez Internet, en fonction de vos réseaux, en fonction de la façon dont vous utilisez les technologies, vous avez accès à une culture et vous avez une échelle de valeur qui est complètement différente de votre voisin. Et c'est ça qui rend très difficile la révélation aujourd'hui d'un bon produit culturel d'un mauvais. Mais ça veut dire que oui, il faudra attendre davantage de temps, finalement, peut-être que c'était le cas dans le passé, pour voir ce que communément nous considérons comme un chef-d'œuvre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'en existe pas. Ils sont plus difficiles à observer et à être communément acceptés. On est obligé de s'arrêter là, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention.